Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jusqu'au bout, le monde entier aura attendu la rencontre de la dernière chance à Genève entre James Baker et Tarek Aziz. Mais depuis hier soir, les choses sont claires, à moins d'un retournement de situation extraordinaire qu'il ne faut jamais totalement exclure. Il semble bien que l'on s'achemine vers une guerre dans le Golfe, la guerre, c'est-à-dire la chose la plus monstrueuse jamais imaginée par l'homme. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de consacrer le magazine ce soir à la guerre, au risque de guerre dans le Golfe bien sûr, mais aussi à ses conséquences sur ceux qui la font, les soldats. Et à ce propos, nous avons un document tout à fait bouleversant, déchirant, que vous verrez dans la deuxième partie de cette émission. 37e numéro d'Envoyé spécial, on passe tout de suite au sommaire. Envoyé spécial dans le Golfe à 5 jours de la fin de l'ultimatum, scénario pour une guerre annoncée. Envoyé spécial avec les soldats soviétiques en Afghanistan, des lettres de loin, plus proches et plus actuelles que jamais. Maman, j'ai reçu l'ordre de préparer ma vareuse et ma valise d'angoisse. Ce que ça signifie, tous les militaires le savent. Mais ne t'inquiète pas pour moi, tout se passera bien. Du moins, je le pense. Pour la permission, il va falloir attendre un peu. On dit que nous allons dans les pays chauds, mais où exactement, on ne le sait pas. Dans très exactement 5 jours, nous allons entrer dans l'une des périodes les plus dangereuses de ces dernières années. Le 15 janvier à minuit, vous le savez déjà, l'ultimatum fixé par le Conseil de sécurité des Nations Unies à Saddam Hussein, cet ultimatum expire. Cela veut dire qu'à partir de ce moment-là, la guerre peut éclater à tout moment. Avec François Cornet, Roger Gomez, notre réalisateur, et Olivier d'Angély, nous avons donc essayé d'imaginer ce qui pourrait se passer à partir de mardi prochain, minuit. Les hypothèses ne manquent pas, vous vous en doutez. Nous avons sélectionné les plus plausibles, celles qui nous paraissent les plus probables, en indiquant à chaque fois pourquoi nous les avons choisies. Quels en sont les risques? À cette question, un homme, un expert en la matière, répondra. C'est le général Capillon, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Voici donc la guerre, scénario catastrophe. Pour le moment, c'est encore de la fiction. Le soleil va disparaître derrière les dunes. Dans moins d'un quart d'heure, la nuit s'installera sur le désert. La nuit la plus longue des GIs depuis leur arrivée dans ces sables d'Arabie. Il est 16h à Paris, 10h à New York. La côte ouest des États-Unis sort de l'obscurité. Kuwait City s'enfonce dans le crépuscule. This is Lima 10, over. 22h. Les Rangers de la force Delta, les Bérets Verts, vont s'infiltrer dans Kuwait City. Mission, neutraliser les postes de commandement et les centres de communications irakiens. Équipés de dispositifs d'amplification de lumière, ils y voient comme en plein jour. Avantage évident sur un ennemi moins bien équipé pour le combat de nuit. Ce scénario de leur offensive, les hommes du bouclier du désert l'ont répété des dizaines et des dizaines de fois. Ils ne connaissaient ni l'heure ni la date précise du jour J, mais ils savaient depuis le matin du 16 janvier que l'heure de vérité allait bientôt sonner et qu'ils allaient devoir se battre. X-ray 10, this is Lima 10, over. Minuit. Parallèlement à l'action des commandos, les chasseurs bombardiers américains vont pilonner massivement les lignes de défense irakiennes et clouer au sol le maximum d'avions ennemis. Minuit, dans ce désert d'Arabie, c'est aussi l'heure à laquelle le monde, quelques semaines plus tôt un soir de Noël,
à prier pour la paix. « 5h15. Débarqués sur les plages du Koweït durant la nuit, d'autres commandos des Marines ou des Rangers ont pris position autour de la capitale de l'Émirat. Mission, opération de sabotage sur les arrières de l'ennemi. Jubaï, sur la côte est d'Arabie Saoudite au bord du golfe Persique, il est 5h30. Youfouf, plus au sud, à la même heure. Daran, principale base américaine dans le désert d'Arabie. Porte-avions Midway, au large du détroit d'Ormuz. Bombardiers, intercepteurs, avions d'attaque et d'appui au sol, au total 1200 avions de combat de la force multinationale continuent à décoller vers leurs objectifs. Mission de l'aviation alliée sur l'Émirat et au cœur même de l'Irak, détruire les pistes d'atterrissage, les batteries de missiles, les usines chimiques, les centres de recherche nucléaire, les champs pétrolifères et neutraliser au maximum les lignes de défense sur les frontières du Koweït et du sud de l'Irak. Tous les avions modernes participent à l'offensive, y compris les bombardiers furtifs américains. Mission délicate, aux risques énormes pour les pilotes américains et leurs alliés, mais décisive pour la suite du conflit. Pendant ce temps, les intercepteurs alliés nettoient le ciel avant l'attaque des blindés et de l'infanterie. Ces premières heures de la guerre du Golfe sont les plus meurtrières dans les rangs irakiens. Le but n'est pas de tuer le maximum de combattants irakiens, mais bien de neutraliser le maximum de ces moyens, rapidement. Il n'en reste pas moins que les Irakiens auront des pertes significatives. Côté allié, je pense que les pertes ne seront peut-être pas aussi élevées que certains chiffres que l'on a pu voir, car ces opérations aériennes initiales seront conduites avec une certaine surprise, une véritable saturation offensive et une guerre électronique puissante qui neutralisera une bonne partie des défenses adverses. On connaît les objectifs prioritaires de l'aviation alliée, on ne connaît pas en revanche la réaction de Saddam Hussein. Si ses forces sont en mauvaise posture, aura-t-il la tentation, selon vous, d'utiliser immédiatement l'arme chimique ou s'en tiendra-t-il à la riposte conventionnelle? C'est une inconnue majeure, raison pour laquelle ces armes chimiques constituent les objectifs de toute première priorité, à neutraliser dès le départ. L'arme de Saddam Hussein, le missile sol-sol fixe ou mobile comme celui-ci, armé de charges conventionnelles et chimiques. Des missiles Scud de fabrication soviétique. Des missiles d'une portée de 2 à 300 km pour les plus classiques et de 6 à 700 km pour ceux qui ont été trafiqués. En cas d'attaque de la force multinationale, Saddam Hussein aura-t-il la tentation de déclencher le tir de ces missiles et quels seront leurs objectifs? Au matin du jour J, quand les hélicoptères américains et les marines s'attaquent sur les frontières du Koweït et du sud de l'Irak, personne ne peut répondre à cette question.
Après les bombardements de l'aviation alliée, l'assaut des troupes au sol constitue la deuxième phase de ce scénario pour une guerre du Golfe. Au large des côtes du Koweït, le Wisconsin pilonne les lignes de défense irakiennes. Quelques minutes plus tard, la 82e Airborne, celle qui a sauté sur Sainte-Mère-Église en 1944, est parachutée à l'arrière des troupes de Saddam Hussein massées sur la frontière. Appuyés par leur artillerie, les Marines progressent en direction de l'aéroport et du port de Kuwait City. Les combats sont violents. Pour les Marines, chaque mètre de terrain est à conquérir. 10 heures. Les blindés de la première division de cavalerie américaine rencontrent une très forte résistance. Les troupes aéroportées de la force interarabe décollent des bases du nord de l'Arabie Saoudite alors que les avions de combat alliés vont appuyer les troupes au sol. Les légionnaires du 2e régiment étranger d'infanterie sont engagés sur les flancs de l'ennemi. En fin de matinée, les navires alliés se rapprochent de Kuwait City au fond du golfe Persique. Les batteries de 401 du cuirassé Wisconsin continuent de pilonner les défenses adverses pour couvrir la progression des blindés de la force multinationale, dont les chars du 40e régiment britannique. Les gazelles anti-chars du dispositif français Daguet foncent vers leurs objectifs. Elles sont engagées depuis le début de la matinée de ce jour J, comme la plupart des régiments de la force multinationale. Bourrés d'électronique, les blindés de la première division de cavalerie mobile sont en première ligne, appuyés par l'artillerie. Dans cette guerre du Golfe, l'Irak avait massé sur la frontière du Koweït plus de 500 000 hommes, 4 000 chars, 2 500 pièces d'artillerie et 1 millier d'avions. Pour les faire reculer, les Alliés ont mobilisé 410 000 hommes, 1500 chars et plus de 2 000 avions de combat. Ce jour J, dans ces sables d'Arabie, sera sans aucun doute le plus meurtrier. Il sera une nouvelle fois, pour chacun des hommes du bouclier du désert comme pour ceux des plages de Normandie, le jour le plus long. Dans ce scénario pour une guerre, il serait difficile d'oublier un autre paramètre peut-être le plus important à prendre en compte, la réaction de Saddam Hussein à la première minute du jour J. Le président irakien l'a dit à maintes reprises et son ministre des Affaires étrangères, Tarek Aziz, l'a répété hier soir à Genève, si les États-Unis attaquent l'Irak, le premier objectif de Bagdad sera Israël. On sait aujourd'hui que l'Irak dispose de 24 rampes de lancement de missiles. 15 d'entre elles sont pointées sur Israël, les 9 autres sur l'Arabie Saoudite. Ces missiles peuvent être porteurs de l'arme chimique. Le chimique, tant redouté des combattants du désert, mais qui pourrait bien atteindre en premier si les missiles qui le portent ne sont pas détruits par les premiers raids aériens du jour J, les populations de Tel Aviv ou de Riyad avant les GIs. Le chimique et ses images de mort. Sera-t-il employé dans ce conflit du Golfe s'il a lieu? Question sans réponse, comme celle sur la réaction de Saddam Hussein s'il est attaqué. Si les Irakiens employaient l'arme chimique et que ce soit les Alliés qui se trouvent en infériorité, peut-on imaginer que les Américains riposteraient avec l'arme nucléaire à neutrons?
Je ne le pense pas. D'abord parce que je ne crois pas que les Alliés puissent se trouver dans cette situation, mais aussi parce que l'utilisation d'une telle arme serait un franchissement de seuil que je crois inacceptable. Peut-on estimer, même de façon très large, le nombre de victimes que ferait un tel conflit? Oh, je ne me hasarderai pas à citer des chiffres. Trop de paramètres interviennent et divers scénarios sont possibles. Mais ces pertes seront d'autant plus faibles que le potentiel adverse aura été neutralisé dès le départ par ces actions aériennes que nous évoquions tout à l'heure. Si elle éclate, la guerre du Golfe ne sera pas seulement dévastatrice dans les populations civiles ou les rangs des soldats irakiens, américains, français ou autres. Elle déclenchera également une véritable catastrophe écologique. En mettant le feu aux champs pétrolifères du Koweït, les puits brûleraient pendant 1 an. Ces incendies provoqueraient des changements de climat jusqu'en Asie et menaceraient la vie d'1 milliard de personnes. Scénario catastrophe, peut-être pas tout à fait. Fiction, pas forcément. Dans cette perspective de drame et de sang, il existe un autre scénario, le meilleur, celui auquel on voudrait croire. Et si Saddam Hussein se retirait du Koweït? Et si ce soir de janvier, au lieu du jour J, Koweït City s'endormait dans la paix? De l'autre côté des dunes, en Irak, comme dans les sables d'Arabie Saoudite, les soldats regarderaient encore se coucher le soleil. Thierry de Montbrial, bonsoir. Vous êtes directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Est-ce que cette marche vers la guerre vous paraît inexorable ce soir? Inexorable, non, parce que nous avons, disons, 2 véhicules qui sont lancés à relativement grande vitesse l'un contre l'autre, mais il y a des pilotes, d'une part, et d'autre part, il y a d'autres acteurs. Je pense par exemple au secrétaire général des Nations Unies. Donc, je ne pense pas que la guerre soit inéluctable. Concrètement, quels sont les obstacles qui ont fait échouer ces conversations de Genève? Au fur et à mesure du développement de cette crise, on a vu apparaître finalement non pas 1, mais 3 problèmes. Le premier problème, naturellement, c'est celui qui fait l'objet de la crise elle-même, c'est-à-dire l'invasion du Koweït par l'Irak. Le second, c'est la question d'ensemble de la région, c'est-à-dire l'ensemble des problèmes de la région, et en particulier le conflit israélo-arabe, ou plus précisément le conflit palestinien. Et le troisième problème, c'est ce qui touche au litige entre l'Irak et ses voisins, en particulier le Koweït, c'est-à-dire des questions de frontières, des questions de pétrole, et également des questions de dette. Eh bien, toute la difficulté, c'est de traiter, ou au moins d'avoir un calendrier dans le temps pour traiter ces différents problèmes, mais sans néanmoins les lier entre eux. Parce que la question de l'évacuation du Koweït par l'Irak ne peut pas en tant que telle être négociable. Et c'est là que se trouve la difficulté, et c'est là que les discussions ont été très difficiles. D'après vous, est-ce qu'on peut encore s'attendre à une volte-face de l'Irak avant le 15 janvier, comme on a pu le voir dans le passé de la part de Saddam Hussein? Je pense que oui, tout est possible, et du reste, dans les déclarations qui ont été faites par les uns et les autres, on voit bien que la porte n'est pas tout à fait fermée. Maintenant, il y a à l'évidence un bras de fer, et il reste encore 6 jours. Mais 6 jours, c'est à la fois très long, très éprouvant pour les nerfs, mais c'était également très court. Mais 6 jours, pour les diplomates, on peut faire encore beaucoup de choses. Alors justement, au sujet de ces diplomates, l'initiative française pour la paix, avec sans doute la participation de l'Algérie, vous pensez que cela a une chance sérieuse de réussite? Je crois que c'est très difficile de savoir exactement comment les aspects diplomatiques peuvent être dénoués, c'est-à-dire la relation entre les différents aspects dont je parlais tout à l'heure. Il est possible que les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, joue un rôle. N'oublions pas une chose,
c'est que la réunion de Genève, c'est une réunion entre les États-Unis et l'Irak. La résolution du Conseil de sécurité, ou les résolutions du Conseil de sécurité, c'est la communauté internationale, représentée donc par le Conseil de sécurité, avec l'Organisation des Nations Unies et son secrétaire général. Il me paraîtrait étonnant qu'avant le 15 janvier, ou disons avant le 12 janvier, il n'y ait pas un léger déplacement de l'action vers les Nations Unies. Oui, c'est du reste ce qu'a proposé M. James Baker hier soir à Genève, en tendant, disons, le flambeau de la négociation à M. Pérez et Colliard. Je pense, et je crois d'ailleurs que ceci est assez naturel. Et je crois que s'il y a une action européenne, une action française et une action algérienne, celle-ci pourrait trouver sa place dans ce cadre. Thierry de Montbrial, vous observez les relations internationales depuis des années. Vous êtes, on va dire, un peu habitué à ce type de problème. Personnellement, maintenant, ce sera ma dernière question. Vous y croyez vraiment à la guerre ? Alors, probablement habitué à ce type de problème, Dieu merci, des crises aussi graves que celle-ci sont extrêmement rares. Alors, est-ce que je crois à la guerre ? Si nous avons en face de nous des acteurs parfaitement rationnels, on devrait pouvoir éviter cette guerre. Et je crois que cette guerre, dans l'absolu, n'est pas nécessaire. On peut résoudre cette crise sur le papier sans guerre. Mais avons-nous affaire à des acteurs rationnels ? Je pense que les États-Unis, les Occidentaux sont rationnels. Est-ce que Saddam Hussein est rationnel ? L'observant depuis des mois, je suis de ceux qui ont tendance à parier qu'il n'est pas fou, qu'il n'est pas irrationnel. Cela dit, c'est là la grande question. Donc un léger espoir ? Un léger espoir, oui. Mais à l'heure qu'il est, il n'est pas nécessairement très grand, mais il existe. Thierry de Montbrial, je vous remercie. Le document